Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est votre émission Pendant le 20h sur France 3 Corse via Style. Et pour ce best-of, on vous a réservé le meilleur avec le talentueux Marco Biancarelli, la voix délicieuse et si particulière de Baptiste Aquaviva que vous adorez, l'excellent groupe Thérapie Taxi et on parlera aussi de patrimoine avec l'avenir de Château de la Ponte et d'un documentaire engagé sur Aléria. On regarde ? On y va. Marco Biancarelli, vous publiez chez Actes Sud Massacre des Innocents, c'est votre dernier roman, où vous nous racontez l'histoire vraie du Batavia, ce navire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui fit naufrage en 1629 au large de l'Australie et dont les survivants, réfugiés sur un archipel, finirent par s'entretuer, contraints ou encouragés, selon, par les délires d'un homme, Géronymus Cornelis. Alors voilà pour les très très grandes lignes. Cette histoire, elle a été maintes fois romancée, chroniquée, racontée, mise en scène aussi dans un opéra. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez vous en emparer et qu'est-ce qu'il restait à raconter de cette histoire ? Eh bien, à ma connaissance, justement, elle n'avait pas été tellement romancée. Elle avait été adaptée dans des tas de domaines, mais il était réputé que le roman était difficile à écrire. Et donc c'est un peu ça qui m'a motivé. Très bien. Voilà. Et en fait, il y avait des tas de choses à raconter. À partir du moment où on s'empare d'un fait historique et qu'on est auteur, on cherche à faire confronter cette réalité à la vérité de l'imaginaire. Voilà. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était de développer mon imaginaire en exploitant, en fouillant les aspects damnés du personnage central, qui est Géronymus Cornelis, et puis les mécanismes qui mènent à un scénario de barbarie comme celui qui s'est déroulé sur ces îles. Est-ce que c'est aussi le contexte très violent de l'époque qui vous a attiré, les valeurs morales ou religieuses à géométrie plus que variable ? Ben, c'est l'histoire qui me plaisait. Moi, je pense pas qu'il y ait des périodes qui soient spécialement plus violentes que d'autres. Bien sûr, on est peut-être, nous, dans le monde occidental d'aujourd'hui, dans une période un peu plus apaisée. Mais si on cherche bien, la sauvagerie, la barbarie, elle existe encore aujourd'hui. Et si elle naît au cœur de notre société, elle est souvent aux marges ou sous le tapis. Donc, de toute façon, l'être humain, c'est l'être humain. Qu'il soit au XVIIe siècle ou qu'il soit aujourd'hui, je crois pas qu'il est tellement varié. Mais effectivement, l'histoire m'intéressait beaucoup. Le huis clos insulaire d'un naufrage, avec toute la violence qui a pu être incarnée dans ce fait-là, mais aussi connue en Europe ou dans le monde à l'époque. Il y avait la guerre de 30 ans quand même. C'était quand même un cadre assez extrême. C'était une espèce de guerre civile à échelle européenne, et moi, ça m'interpellait. Qu'est-ce qu'il y a de fiction dans ce roman ? Est-ce qu'on arrive à faire la part des choses à la fin ? J'espère qu'il y a essentiellement de la fiction. Oui. J'espère que après, c'est chacun y puise ce qu'il a envie d'y puiser, bien sûr. Chaque lecteur se posera la question de savoir si tel fait s'appuie sur... Mais pour moi, la fiction, elle est permanente, justement. Elle est du début à la fin. Y compris pour certains personnages, on peut se demander... Mais tous les personnages, ils ont existé, mais ils n'ont jamais existé de la manière dont je les ai dépeints et incarnés dans ce livre. Il est impossible de faire un roman sans laisser libre cours justement à la fiction, à l'imagination. Pour moi, ce qui était important, c'était que ça ait le vernis, l'apparence de l'histoire, parce que l'histoire est une source pour ce roman, mais j'avais bien sûr un propos, je pense, ou plusieurs propos à tenir à travers les personnages, à travers ce que moi je voyais de cette histoire-là. J'avais envie d'y mettre une théâtralité, j'avais envie d'y mettre une esthétique, j'avais envie dans les lacunes que laisse justement l'histoire, avec un grand H, j'avais envie d'aller puiser pour donner de la chair au personnage.
Est-ce que vous étiez en train de l'écrire quand Sébastien Bonifay a décidé de vous suivre un peu partout? Je l'avais déjà fini, je crois. Vous l'avez déjà fini? Je l'avais fini, oui. Sébastien Bonifay, vous avez donc écrit et réalisé le documentaire Marc Biancaril, Maverick des lettres corses, qui est passé il y a quelques semaines sur nos antennes, sur France 3 Corse via Estelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre Marco Biancaril? Est-ce que c'est un sujet facile? Pour votre premier documentaire en plus. Hein. Alors ça, je ne sais pas si c'est un sujet facile, c'est une question extrêmement difficile. Je pense que Marc, mais c'est ce qui me l'a rendu sympathique dès le début, parce qu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps, dans beaucoup de situations différentes. Et Marc, c'est un sujet, pour moi, ça a été un sujet parfait, d'une facilité folle. Mais je pense que Marc, échaudé peut-être par beaucoup de choses et à la lumière de son parcours, il décide de vous donner sa confiance une fois qu'il a décidé de vous la donner. Et avant, il ne faut pas s'étonner s'il ne vous la donne pas, et s'il ne vous la donne pas, il agit en fonction. Mais une fois qu'il vous l'a donné, il vous l'a donné totalement. Et là, alors, c'est le sujet le plus facile du monde. Vous pouvez lui passer des heures, lui poser des questions, il vous répondra, et puis il prendra toutes les questions avec exactement la même... il y répondra avec le même sérieux, ça c'est sûr, et le même investissement. Et on lui a fait faire des choses en Irlande, il n'en pouvait plus. Parce qu'il aime beaucoup l'Irlande, mais il n'a pas vu. On a vu beaucoup l'Irlande qu'il aimait, mais il n'a pas pu en profiter vraiment. On l'a fait courir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. D'autant plus que vous n'êtes pas facile à suivre. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que pour résumer, vous revenez il n'y a pas si longtemps de Dubaï. Un nouvel album est en préparation. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de 2 concerts qui auront lieu les 10 mars et 17 mars. À Marignane pour le 10 mars et à Île-Rousse pour le 17 mars. Vous savez tout? Je sais tout, mais vous allez nous en dire plus. Alors, un agenda chargé en somme. Oui. Après Dubaï, donc, on a recommencé l'enregistrement du CD qui sortira, on ne sait pas quand, mais assez rapidement. Et enregistrement qu'on avait stoppé pour mon départ à Dubaï. Ça fait presque 2 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce CD. Donc, on a vraiment hâte de vous faire partager tout ça. Vous n'imaginiez pas chanter dans une autre langue que le corse jusqu'à présent. Ce sera fait. Est-ce que vous avez chanté en corse à Dubaï? J'ai chanté en Corse à Dubaï, mais il faut dire que sur le CD de 2015, Les Chants de Liberté, j'ai chanté en 8 langues, je crois, dont l'arménien, etc. C'était vraiment des chants de liberté. À Dubaï, oui, j'ai eu la chance donc de travailler avec un compositeur de Las Vegas, Michael Brennan, et une parolière, Anne-Marie Milazzo de Broadway. Et je lui avais dit, écoutez, moi j'adorerais traduire vos chansons en corse, et elle me l'avait permis, donc quelle belle chose, chanter en anglais et en corse. Et puis à Dubaï, ils avaient pris une de mes compositions, à Tchande Radio Estel, et c'est vrai qu'au moment où je la chantais, tout s'arrangeait, il y avait l'eau qui recommençait à couler, une espèce de fleuve sur scène, des cascades, tout s'arrangeait au moment où on chantait enfin en corse une chanson d'amour. Ça tombait particulièrement bien. Alors je le rappelle, vous avez participé au spectacle La Perle de Franco Dragone, habitué des shows et des casinos de Las Vegas. Oui. Alors le spectacle était à la démesure de Dubaï, tout simplement. Oui, c'est vrai. Voilà, un théâtre de 1300 places, un aquathéâtre. 2,7 millions de litres d'eau sur scène, 65 acrobates. Oui, et j'étais donc la seule chanteuse là-dedans. Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures dans les 3 mois de répétition à regarder ce que faisaient les autres, m'en inspirer, etc. Là où j'ai composé aussi beaucoup de choses, puisque maintenant j'arrive, même s'il y a des musiques, des répétitions et tout, à composer alors que j'entends une autre musique. Ça, mon père m'en avait toujours parlé. Enfin, j'y arrive, c'est bien, parce que du coup on peut composer n'importe où. Et un show démesuré, et une petite Corse à l'intérieur du show qui représente quand même aussi sa culture et sa langue, mais de manière simple parce que ça a été facile. On me l'a aussi proposé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coule de source pour les gens. Ils ne connaissent pas la langue corse ni rien, ils savent que c'est quelque chose de beau qui pourra faire partie de tout. Et comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure? Bien, je pense que Franco Dragone, son bras droit, Filippo Ferrares, Franco cherchait un personnage particulier pour ce show.
Et Philippe m'a repéré sur Internet tout simplement avec le premier psaume de David que j'ai fait à The Voice et qui m'a valu depuis d'autres contrats, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous y avez appris? À The Voice ou à Dubaï? À Dubaï, on parlera de The Voice un peu plus tard. À Dubaï, j'ai travaillé avec des décorateurs, des architectes, des acrobates, tous les corps de métier du spectacle vivant en encore plus grand. Des tas de techniciens, des techniciens spécialisés dans vous faire voler. Je descendais donc de 25 mètres de haut, donc il fallait vraiment que j'ai confiance en les techniciens qui étaient avec nous. J'ai rencontré tous ces gens-là, voir comment chacun adapte son travail et moi adapter mon travail au leur sans faire de concessions. Notre identité elle est assez variée. On a signé 4 artistes. Sur le même label, donc Panenka, on a signé Pogo Carcache Control et Thérapie Taxi. Et donc Thérapie Taxi, c'est un peu différent de Pogo. On a signé après un autre artiste qui s'appelle Vadem, qui lui fait du hip-hop pop, très intelligent, très bonne écriture, beaucoup de charisme. Et puis un autre artiste qui s'appelle Montebello et qui fait une très bonne pop, variété très classieuse, quoi. Donc on est assez varié, ce qui correspond au nom. Pas de variété, mais varié dans les contenus. Alors vous parliez justement de Thérapie Taxi. Je vous propose de regarder un extrait de leur clip. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit, et ton corps qui se pleure, seulement pour me plaire. Et tu sais, moi je mords tes rêves imaginaires. Il y a des bugs dans ma tête, tes rêves imaginaires. Il y a des bugs dans ma tête, quand j'écrase ma cigarette. Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop sexe. Continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Je continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Je manque d'application comme les... Alors là, le titre c'est Roméo Elvis. Alors, c'est un featuring en fait avec Roméo Elvis sur un titre qui s'appelle Hit Sale. En fait, ce rappeur est un rappeur belge qui est très connu en Belgique. Et Thérapie Taxi cartonne en Belgique. On est numéro 2 des ventes, derrière Ed Sheeran, qu'on peut, artiste intouchable. Donc on est numéro des ventes. Et là-bas, on avait des radios qui nous jouaient. Par contre, on n'a fait aucun concert. On a fait une journée de promo le 9. On va retourner à Bruxelles pour faire des concerts. Mais sans concert du tout, être numéro 2 du top des ventes là-bas, c'est énorme. Donc en France, on vient de recevoir le top 50. Dans le top 50, on a fait une entrée fracassante aussi dans les téléchargements. On est rentré direct numéro 6. Et le jour de la sortie sur iTunes, on était numéro 3 sur les albums. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors ce qui fait que ça marche, c'est que c'est insolent. Ça se prend pas au sérieux. Et ça parle de sexe, de drogue, de fun, de plein de choses que les gamins adorent. Et surtout, ils sont extrêmement sincères dans leur démarche, quoi. Il y a un truc qui accroche tout de suite, leurs paroles ne laissent pas indifférent. Et ils mélangent plein de choses. Ils s'acoquinent un peu avec le rap, donc les rappeurs aiment bien ça. Ils font vraiment de la pop, mais en même temps ils font des trucs trash. Donc c'est assez ouvert. Et là, on vient de rentrer sur Énergie cette semaine, donc ils nous jouent à Donf. On rentre sur RTL2. On est l'album de la semaine sur Europe 1. Je pense que ça va décoller. Hein. Parce que ça démarre juste les radios en France. Musicalement, c'est très très bon. Hein. C'est très très bon. C'est très très bon. Moi, je suis content. C'est la preuve. On a l'impression qu'en France, pour pouvoir émerger, il faut sortir d'une émission de télé-réalité. On va pas les citer. Heureusement qu'il y a encore des gens qui vont vraiment chercher les talents et qui n'attendent pas qu'on sorte de The Voice ou de Nouvelle Star. Donc vous les citez. Voilà, j'ai cité 2. Est-ce que vous pensez que l'intérêt patrimonial du lieu, du monument, a échappé totalement à l'autorité publique jusqu'à présent? Je pense qu'elle a sous-estimé l'intérêt à la fois patrimonial, architectural et historique de cet ensemble, parce que je pense que le château de la Poudre est inséparable de son site, bien sûr, mais il faut d'abord et surtout rappeler qu'il a été construit avec des pierres
qui ont été réemployés après l'incendie sous la Commune de Paris en mai 1871 du Palais des Tuileries, et que c'est la reconstitution, sinon à l'identique, du moins dans l'esprit même du pavillon Bulan et du pavillon Delorme, qui sont les deux premiers pavillons construits pour amorcer ce qui a été ensuite le Palais des Tuileries et l'ensemble Louvre Tuileries. Xavier. Alors moi, plutôt d'abord une question, j'avais une réaction. Je suis content qu'on vous reçoive parce que du coup, ça me permet aussi de saluer le travail associatif au niveau du patrimoine, parce que c'est un mot qui est beaucoup prononcé, patrimoine, mais là, ça paraît concret. Puis vous annoncez des bonnes nouvelles, donc c'est toujours mieux de venir avec des bonnes nouvelles qu'avec des mauvaises. Moi, en tant qu'enseignant en histoire, j'étais particulièrement très en colère depuis toutes ces années, voyant un des joyaux quand même de l'architecture et de l'histoire d'Ajaccio, et même de la Corse, de manière générale, laissé, pas à l'abandon, mais c'est vrai, être mis de côté. J'en avais presque mal au cœur, c'est vrai. Et donc c'est enfin, il est temps que ce lieu, qui est quand même magique quand on se promène et quand on peut y accéder, qui est un lieu extraordinaire quand même, même de situation, qu'enfin on envisage d'en faire quelque chose. Et effectivement, où je suis d'accord avec vous, c'est que le sécuriser pour que les gens puissent y aller, c'est bien. Envisager un projet, que ce ne soit pas une coquille vide. En lui-même, il est magnifique, ce château. Mais il faut quand même que ça puisse devenir un lieu culturel important. À Ajaccio, on a le musée Fesch, on a la maison Bonaparte, où dans les deux cas, les travaux, ou tout ce qui a été fait par les conservateurs, c'est remarquable. Mais franchement, ça pourrait être, moi à mon avis, l'un des 3 lieux, avec ces 2 lieux que je viens de citer, les 3 lieux phares d'Ajaccio. Et de se priver de ça, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là, sincèrement. Ça pourrait faire, mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas encore eu vraiment une prise de conscience de problèmes culturels et de tourisme culturel, puisque, parlons aussi de ça, un tourisme culturel n'a jamais été pensé vraiment dans son ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, vous dites le Palais Fesch, la Maison Bonaparte, et quand on a visité ça, on fait quoi ? Les croisiéristes qui arrivent, par exemple, ils ont une journée, ils passent 2 heures au musée Fesch, 2 heures à la Maison Bonaparte, et après, ils errent. Il n'y a plus rien à faire. Et moi, je pense qu'on pourrait imaginer un vrai tour culturel avec les Milelli, avec le château de la Ponte. Pour ça, il faut pouvoir monter au château de la Ponte. Et là aussi, c'est notre, je dirais pas notre combat, mais on essaye d'expliquer que cette petite route qui monte, qui certes a été refaite, et c'est très bien, on ne pourra jamais se croiser. Ça, c'est sûr. On ne pourra pas faire monter des navettes électriques, ça monte trop. Donc, quelle est la solution pour que des gens puissent venir et puis même si on agrandissait la route, ce qui serait un péché, à mon avis, parce que c'est joli comme ça, quand on arrive là-haut, il faudrait garer les voitures, il faudrait donc un parking. C'est pour ça que nous pensons que la seule solution viable, c'est un téléphérique. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les propriétaires ? Est-ce que les nouveaux propriétaires, on pensait bien qu'ils deviendraient les nouveaux propriétaires, donc au mois de novembre ou décembre. On avait un peu spéculé sur l'avenir. Voilà. On a pris rendez-vous. Pas de beaucoup. Non, c'était pas très aventureux comme Paris, je pense. Donc, voilà. On a pris rendez-vous, on les a rencontrés. Ils sont très à l'écoute. Je crois que, en ce moment, ils ont bien d'autres chats à fouetter, certes, mais c'est important également. Voilà encore qui n'ont jamais vu le château de la Ponte. Et l'autre jour, on riait ensemble. Je dévoilerai pas un secret, mais le directeur de cabinet de Gilles Simeoni m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux nous faire visiter le château de la Ponte ?» Je dis excusez-moi, les clés, c'est vous qui les avez. Ah oui. Donc il faut un temps d'adaptation. Mais je crois qu'ils sont très, très à l'écoute d'un projet et il va falloir... Vous portez depuis un petit moment maintenant ce projet de film Aléria 1975 d'après la BD de Frédéric Bertocchine et Michel Espinosa pour les dessins aux éditions DCL. Alors après les documentaires, les livres, les BD, est-ce que le film c'était le mode d'expression ultime qu'il fallait investir pour raconter cet événement? Jean-François. La fiction, je pense que c'est le meilleur moyen de montrer ce qu'une poignée d'hommes ont vécu au niveau émotionnel, sur un instant bien précis où vous n'avez plus le temps de réfléchir.
c'était vraiment l'instinct humain et animal un peu qui a fait d'eux qui sont entrés dans l'histoire. Et comme ils ont réagi avec les tripes, sans se poser de questions, juste en restant unis face à une invasion presque digne d'un apocalypse now. On reviendra sur la réaction tout à fait mesurée, n'est-ce pas? Ménigue Donofrio, sur justement le s'emparer de l'événement par la fiction. Ben oui, nous, dès le départ, c'était parce qu'il y a eu des documentaires, il y a eu des reportages, mais c'est vrai que de ce côté-là, la fiction, il n'y a jamais eu rien qui a été fait sur un événement historique comme celui-là en Corse. Et donc nous, notre idée, c'était ça, on avait cette envie de raconter notre histoire, parce qu'il y a une storia nostra. Et donc, le média cinéma, ça s'est imposé un peu de fait. Donc, notre envie, c'était celle-là. Alors, est-ce que vous nous donnez les quelques lignes du synopsis? Eh bien, bon, après, c'est un événement qui est historique, que tout le monde connaît à peu près. Donc, c'est en août 1975, donc le 21 août précisément. Avant ça, il y avait eu des choses, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a ce jour-là en particulier, il y a eu un ras-le-bol qui s'est créé, donc une action qui a été menée, donc un groupe de militants, une dizaine d'hommes, qui étaient menés par le docteur Edmond Simeoni, décident d'investir une cave viticole en plaine orientale, à Lyria, pour dénoncer plusieurs faits, donc des scandales financiers, des scandales agricoles avec les terres qui étaient attribuées à certaines personnes alors qu'elles auraient dû être données à d'autres. Et donc il y avait plein de choses, plein de revendications qui étaient défendues par cet acte-là. Et voilà, à la base un acte déterminé, parce qu'ils étaient venus avec des fusils de chasse pour le symbole, pour montrer justement qu'ils étaient là ils n'étaient pas prêts à partir. Et du fait d'une réponse un peu abusée de l'État qui envoie sur place des milliers de gendarmes, des hélicoptères Puma, des blindés. Donc là, on se retrouve dans une situation où d'un côté, on a 15 types dans une maison et avec en face une véritable armée. Et c'est de là que... Et c'est là que ça bascule. Avant de continuer, je vous propose qu'on regarde quelques minutes de la... Alors, c'est pas la bande-annonce, puisque c'est tiré de la BD. Oui, mais la bande-annonce n'existe pas encore. Voilà, c'est une petite présentation. Une rétrospective. Une rétrospective de ce 21 août 75. On regarde. « 5h33. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria la cave viticole d'un pied noir, Henri de Peille. Ces manifestants corses qui se réclament de l'ARC, l'action pour la renaissance de la Corse, veulent, semble-t-il, relancer les mouvements autonomistes qui ont été passablement désarmés par l'action de M. Liberbou. Dimmela tu, uomo di Attar, tu radica annodata, dimmela, un varro di sottomissione che pesa ancora da te. Tu che hai campato, forte, come una pietra bianca, povero, come povera è la miseria, muto, come un povero è muto. C'est ce point de bascule, on parlait de point de bascule, que vous souhaitiez capter? C'est ça, parce que pour écrire le scénario, on a rencontré pas mal de monde et tout ce qu'on interroge, même dans la vie de tous les jours, les gens, pour lire, tout le monde va vous dire, il y a eu un avant, il y a eu un après à lire, c'est vraiment l'événement qui a marqué un tournant dans l'histoire de la Corse. Et donc c'était l'événement, c'était vraiment l'histoire idéale à raconter, surtout aujourd'hui, par rapport à l'écho que ça peut avoir aujourd'hui, c'est un fait qui est encore d'actualité, qui raconte beaucoup de choses sur le peuple corse. Marie-Ange, j'ai envie de vous poser une petite question. Allez-y. Alors, heureuse? Très. Et en plus, on prolonge le plaisir sur Internet, puisque pendant le 20h, ça continue en replay et sur YouTube. Et surtout, merci pour votre fidélité. C'est bien normal. Oh. Yes, we can. Je crois aux forces de l'esprit.